capsule de Global Ferry Immigration. Nous sommes bien dans le bureau de Global Ferry. Alors la capsule d'aujourd'hui, ça sera un peu de voir avec vous les processus ou bien les démarches pour quelqu'un qui vient pour étudier au Canada. Alors nous avons avec nous deux de nos étudiants qui vont vous expliquer un peu leur parcours. On va essayer un peu de voir c'est quoi le Canada, c'est quoi les études au Canada, pourquoi les gens choisissent le Canada et quelles sont les difficultés et quels sont les avantages. Donc ils auront le temps de nous expliquer leur parcours et puis avec vous nous allons découvrir ensemble. Alors nous aimerions dire que la capsule d'aujourd'hui ne peut pas être utilisée pour faire un dossier d'étudiant. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes dans le projet, contactez-nous, il nous fera plaisir. Je vais vous demander de vous présenter. Jérémy. Moi c'est Jérémy Ika. Je suis au Canada depuis 2015, étant étudiant quand je suis arrivé. Et là je viens de finir mes études. Je suis en période de transition entre travailleur et résident permanent. Vous êtes de quel pays? Je suis de la République démocratique du Congo. Moi c'est Lisée Jean-Jacques Pousset. Je viens du Congo, du Congo-Brazzaville. Et je suis ici depuis 2017, le début 2017. Et je suis en session de gestion informatique au Cégep DK. Donc nous avons des futurs cadres de leur pays, puis du Canada. Comme nous disons toujours, quand on envoie un enfant étudier au Canada, c'est un prix, c'est un investissement parce que ça coûte de l'argent. Alors j'aimerais juste avoir un peu le pouls par rapport à ce que vous voyez ici. Quand vous êtes arrivé au Canada en tant qu'étudiant, sans les parents, est-ce que vous avez trouvé que le milieu était sécuritaire? Est-ce que vous avez trouvé que c'est un bon endroit là où un enfant peut venir étudier, ou bien c'est un peu difficile avec le banditisme, avec beaucoup de situations? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, du point individuel, je ne peux pas dire que c'était genre sécuritaire parce que tout dépend de l'éducation et de l'objectif qu'on est venu faire ici au Canada. L'environnement, c'était bon, il y avait la sécurité. Si tu veux, et moi, de ma part, j'ai trouvé que tout s'est bien passé pour moi. Et Dieu est grand, Dieu m'a aidé, j'ai fini mes études. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était bon. Je regrette pratiquement la même chose parce que ça dépend juste de l'éducation. Si vous êtes habitué à faire des choses mauvaises chez vous, quand vous venez ici, ça ne va pas changer. Mais si vous avez, comme il a dit, un objectif et vous vous attelez à ça, il n'y a pas vraiment de point dangereux ou comment. Ça dépend juste de la manière dont vous vivez ici. En fait, quand les étudiants arrivent, c'est sûr qu'on n'est plus avec les parents. C'est sûr que c'est un nouveau milieu, c'est sûr que c'est un nouveau pays, surtout un nouveau continent. Parce que souvent, on a l'impression, bon, ça c'est souvent pour nos clients qui sont français, ils pensent que le Canada, c'est une province de la France. Donc quand ils viennent, comme on parle français, ils se disent que ce sont les mêmes réalités. Alors qu'ici, nous avons vraiment d'autres réalités. Vous arrivez, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'activités. Mais quand vous étiez aux études, qu'est-ce qui vous a frappé de différent par rapport à ce que nous avons connu ou de ce que vous avez connu dans votre vie? Par exemple, les professeurs, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que l'école est propre? C'est quoi les conditions qui sont mises en place pour que tu puisses bien étudier? Moi, comme j'ai fait mes études au TK, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour réussir. Et les professeurs ne donnaient pas de matière pour qu'un étudiant puisse échouer. Tout était bien, je dirais bien expliqué pendant le cours, et l'examen, ce sont les mêmes choses qui revenaient. Et il faut toujours préparer. C'est pas dit que si le professeur vous enseigne des choses vite et que comme tu as déjà l'idée, tu ne vas pas te préparer. Non, c'est juste question de préparation, de revoir chaque fois vos notes. Parce que nous, les étudiants étrangers, à chaque fois que tu échoues un cours, c'est déjà de la misère, tu dois payer encore plus. Et c'est juste la préparation, mais en gros, toutes les conditions se réunissent pour réussir. C'est juste qu'elles sont des disciplines. Donc si je comprends, les cours sont par session. Il y a certains cours. Maintenant, si tu as échoué à un cours, il faudra reprendre ce cours. Mais quand tu reprends ce cours, il faut payer les frais. Donc c'est ce qui fait que si on n'est pas structuré, quand on a des échecs, il faudra à tout moment payer, donc ça va me coûter beaucoup plus cher. Okay? J'aimerais intervenir sur ça parce que avoir un échec, c'est pratiquement impossible avec quelques mois. Étant à TK, ils mettent en œuvre tellement de choses qui vous permettent en fait de ne pas avoir d'échec. Il y a par exemple
ce fait-là que si vous n'arrivez pas à suivre un cours, il y a des heures pendant une certaine durée, par exemple dans une journée. Après le cours donné, il y a des heures où vous pouvez trouver un prof dans une classe et qui fait ce cours-là. Et lui, il est spécialement là juste pour apprendre à ceux qui n'ont pas compris le cours précédent. Alors vous n'avez juste qu'à venir, jusqu'à rentrer, et lui dire non, moi j'ai pas compris ce cours-là. Mais c'est bien. Mais j'ai aussi un ami congolais qui vient de finir en tech là. Donc concernant les études au Canada, il arrive que l'étudiant a manqué par exemple un cours ou bien il n'a pas bien compris. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place? Alors, concernant mon cégep, les disponibilités mises en place et tout, c'est le fait que si tu as manqué un cours ou bien si tu n'as pas compris un cours, il réserve une durée d'heure. Ça peut même prendre par exemple 5 heures dans une journée où différents profs se mettent dans différentes classes et toi tu vas dans la classe selon laquelle si tu as eu des difficultés, par exemple tel que moi j'ai eu certaines difficultés en programmation. Alors pendant ces 5 heures-là, il y avait une programmation. C'est l'informatique, hein, voilà, on programme. voilà. Parce que pour que ça soit un peu clair pour nous tous. Voilà. Donc il y avait un prof en programmation, c'est pas le prof que j'ai eu en classe, mais lui il fait programmation et lui il est juste habilité pour aider ceux qui n'ont pas bien. Donc il fait comme les cours de rattrapage ou bien il essaie un peu d'expliquer mieux. Voilà, il explique mieux, vous allez juste le voir, vous entrez dans la classe, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, même de plusieurs niveaux, mais vous expliquez non, ma difficulté se situe là, et il prend le temps de vous expliquer, et si ça ne suffit pas, il prend même d'autres rendez-vous avec vous. Okay. Voilà, donc il y a aussi une page de l'école qui s'appelle Omnibox. Ça c'est l'école qui instaure ça. Quand vous vous inscrivez, vous êtes immédiatement mis sur ce site et c'est là où vous pouvez faire des échanges avec vos profs. Donc, vous pouvez même envoyer un message à un prof disant non monsieur, ce chapitre-là je ne l'ai pas lu, ou bien ce chapitre-là je ne l'ai pas bien fait, ou comment, ou bien je ne l'ai pas compris. Et lui il vous répond par là, vous disant non, on peut se voir tel jour, je vous expliquerai. Donc si je comprends bien, le système d'éducation au Canada fait que si l'étudiant veut vraiment étudier, tout est mis en place pour qu'on puisse étudier. Les professeurs sont accessibles. Parce que nous on a vécu dans des endroits là où le professeur n'était pas tout le temps accessible, il criait sur vous. Non seulement qu'il criait, mais il mettait vraiment de la terreur. Et voilà pourquoi on avait même des professeurs qu'on donnait des noms bizarres. Okay. Alors donc les étudiants, pendant que vous étudiez, je n'ai pas compris un cours ou bien j'ai un peu de la difficulté, je peux revoir un professeur ou bien je peux le contacter par le système de l'école. Alors, c'est sûr qu'au Canada, il y a d'autres qui peuvent venir pour étudier à l'université, il y a d'autres qui peuvent venir pour étudier dans d'autres collèges que l'on appelle comme des instituts. Okay? On sort avec une profession. Alors, ce qu'on a remarqué, au Canada, pour bien gagner sa vie, on n'est pas obligé d'avoir été à l'université. Parce que le pays est tellement bien organisé, on peut commencer par un institut, et on finit cet institut, et puis on peut continuer ses cours. Moi, je me rappelle, j'ai fait gestion de projet à l'école supérieure de Montréal ici. Dans mon cours de gestion de projet, j'avais un papa qui avait 80 ans. Ça, c'est pour dire que l'école, c'est accessible à tout le monde. Alors, évidemment, il était un peu fatigué. Quand c'était les cours du soir, il dormait souvent. C'est lui qui ronflait au fond de la salle. Okay. Mais l'ouverture est faite à tout le monde. Maintenant, au niveau du travail d'équipe, comment ça fonctionne? Moi, quand j'ai étudié dans mon pays d'origine, il n'y avait pas ce qu'on appelle les travaux d'équipe, on se rencontre pour faire un projet. Ici, j'ai l'impression, on fait des projets, on fait des entrevues, on présente quelque chose. Comment vous avez d'abord comment vous avez accepté cela? Ou bien comment vous vous êtes initié dans ce genre de projet de travail d'équipe qui n'est pas toujours accessible dans nos pays? Moi, sincèrement, je dirais, quand on est arrivé, parce que la majorité de notre classe, on était des immigrants, et on était un peu regroupés des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, et entre Africains, bien sûr, qu'on se voyait, on se parlait déjà, parce qu'on avait, c'est pas que je suis raciste, mais on avait déjà la même peau, parce qu'il y avait aussi des Arabes qui se mettaient dans leur coin, et là, on se côtoyait. On élaborait un projet d'études pendant notre parcours scolaire pour qu'enfin nous puissions réussir nos cours. Et
au fur et à mesure qu'on avançait, on avait les jours où on devait étudier ensemble, faire nos travaux ensemble, et on se mettait toujours ensemble à chaque résolution des problèmes. Et dès là, on a marché comme ça durant toute l'année et nous tous, on a pu réussir et obtenir. Et vous, dans votre cas, vous m'avez mentionné qu'aujourd'hui vous avez un groupe d'études. J'avais un groupe d'études. C'est en fait concernant l'une de mes matières. C'est quoi la matière? C'est communication. Il y avait un exposé à faire et on devait en fait se rendre quelque part. Ça aussi c'est une chose nouvelle. Parce que exposer chez nous, on n'a pas d'abord de musique. Faire un expo sur par exemple une photo, c'était un peu étrange. Et aujourd'hui, c'était en fait ça, on devait aller dans un musée que la prof nous a recommandé d'aller voir. Il y avait une photo là-bas. Bon, il y a beaucoup de photos. Et on devait donc s'accorder sur une photo et on devait en parler sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la classe, beaucoup de nationalités, de couleurs de peau et tout. Mais il y a aussi ce phénomène ici qui fait à ce que les gens soient sociaux. Donc en fait, tout se passe dans votre tête. Si vous vous dites que les gens ne vont pas m'aimer ou bien les gens ne vont pas m'aider si j'ai un problème, tout ça c'est seulement dans votre tête. Parce que dès que vous vous approchez des gens, ils vous font sentir que vous êtes bien accueillis. Et c'est comme ça qu'on a créé notre groupe, parce que chacun a choisi. Et vous pouvez voir dans un groupe, il y a plusieurs nationalités à l'intérieur. Et donc quand on aborde par exemple un sujet tel que celui qu'on va aborder après ici, il y a différents points de vue, parce qu'il y a différentes cultures. Et c'est ça qui embellit encore plus l'exposé. Et après, quand vous le présentez, c'est pas étonnant que vous ayez une bonne note parce que vous avez tous collaboré. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit au pays. Franchement, c'est quelque chose que ça, c'est un travail d'équipe. Voilà. Ouais, souvent parce que, qu'est-ce qu'il arrive souvent pour les parents? Je fais des séminaires à l'extérieur du pays pour essayer un peu d'expliquer aux gens que le Canada n'est pas comme tous les autres pays. D'abord, vous allez remarquer, au niveau des processus d'immigration, il faut avoir la patience, il y a beaucoup de formulaires, il y a beaucoup d'informations sur les parents, sur les frères, sur les demi-frères. Et c'est ce qui n'est pas toujours requis pour d'autres pays. Mais si le Canada demande ces informations, parce que du côté immigration, on veut se rassurer qu'ils rentrent sur notre territoire. Maintenant, une fois qu'on est sur place, évidemment, il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de cultures. Vous qui êtes ici, dans la rue, quelles sont les langues que vous entendez souvent, par exemple? Vous allez remarquer que les gens parlent d'une langue à une autre langue. Quelles sont les langues, par exemple? Pour moi, personnellement, il y a du chinois, il y a du japonais, il y a l'arabe, il y a même l'italien, l'espagnol, il y a beaucoup. C'est ce que vous entendez dans la rue. Mais c'est comme s'ils se donnent tous à parler un peu français. Vous pouvez voir un espagnol qui vous parle français, il peut dérailler un peu, mais il vous parle français. Mais on ne se moque pas de lui là. On ne se moque pas de lui. Ouais. On ne se moque pas de lui, même s'il fait des erreurs et tout. Personnellement, moi je me moquais des gens quand il y avait des erreurs. Mais, tu veux rire, mais tu vois des gens qui ne rient pas. Donc ça, au même moment, ça. Au début, tu voulais rire. Ça commencé à ne pas rire. Mais c'est ce qui arrive souvent pour les francophones, c'est que nous on a une certaine barrière. Voilà. Tu commences à apprendre l'anglais, souvent ce qui me fait rire, quelqu'un qui ne parle pas bien l'anglais, il va dire I'm sorry, my English is not good. Mais quand tu parles déjà, on sait que ton anglais n'est pas good. Donc ça ne sert pas de dire I'm sorry. Parce que l'anglophone, quand il veut parler en français, la place de le, il met le, là, il chante. Lui, le problème, c'est de faire passer le message. C'est pour dire que nous sommes dans une culture d'ouverture. Nous sommes dans une culture là où on peut approcher le professeur sans problème. Nous sommes dans une culture là où tu n'es pas jugé parce que tu portes ou parce que tu es. De toute façon, on ne s'occupe pas de toi. Si vous avez remarqué, chacun fait ce qu'il a fait. Maintenant, quand je suis à l'extérieur, souvent, ou bien sur des sites internet, ou bien sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui font la publicité que le Canada offre des bourses d'études. Bon, vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui si évidemment tout est aussi facile comme ils pensent, ou bien s'il y a ces bourses d'études là, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Parce que vous êtes sur le terrain, vous avez vu comment ça fonctionne. Moi d'abord je dirais que premièrement les Canada n'offrent pas de bourse pour les étudiants, et ceux qui croient que le Canada offre ces bourses, ils se trompent carrément, parce qu'on est ici par les propres fonds de nos parents qui souffrent, et
je peux les rassurer parce que moi-même je me rappelle quand je suis venu, il y avait des amis qui pensaient que j'avais eu un bourse du Canada. Et quand je voyais comment mes parents souffraient pour payer des frais et qu'ils disaient au pays que moi j'ai étudié avec bourse, j'étais vraiment fâché, quoi. Parce que les études ici, pour un étudiant étranger d'abord ça coûte cher. Et quand quelqu'un vient passer une fausse information concernant tes études, et quand tu vois comment tes parents souffrent pour te faire étudier, tous les sacrifices qu'ils font, et c'est vraiment mal vécu, quoi. Mais le Canada, je peux les rassurer qu'il n'y a pas de bourse d'études au Canada. Je peux les rassurer qu'ils verront nulle part où c'est écrit le Canada. Offre de bourse. bourse. J'étais au Congo-Brazzaville, plus précisément, j'ai vu ça à Pointe-Noire, là où c'était écrit que le Canada offre de bourse. Alors, j'avais déjà répondu à cette question et j'en profite pour dire à tout le monde que le Canada n'offre pas des bourses, payer 5 000 pour avoir la bourse d'études. Mais je voudrais quand même, entre parenthèses, expliquer qu'il y a certaines bourses que le Canada, par rapport à des relations qu'il a avec certains pays ou bien certaines organisations, il peut offrir. Il y a ce qu'on appelle la bourse des pays en voie de développement. Alors, ces bourses-là sont octroyées directement à l'ambassade de votre pays qui est au Canada. Par exemple, on donne 23, 24 places. Donc c'est l'ambassade, c'est le ministère des Affaires étrangères de votre pays qui peut vous faire accéder à ce genre de bourse. Nous avons ce qu'on appelle la bourse de la francophonie. C'est une bourse qui est offerte aux gens de la francophonie. Mais ce n'est pas le Canada qui le donne, donc c'est la francophonie qui donne ces bourses-là. Donc le Canada comme tel n'a pas de... Alors il y a ce qu'on appelle l'exemption des frais scolaires. Il arrive que dans certains instituts, dans certaines universités, les étudiants, par rapport à leur manière d'étudier, ils se bossent bien, il y a des exemptions qu'on peut aller chercher. Mais dire que, donnez-moi 5 000 $ ou bien 2 millions, il y a une bourse pour le Canada, ça n'existe pas. Alors, toi qui viens d'arriver, ça fait combien de temps vous êtes sur le territoire? Depuis 2017. Ok, depuis 2017. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport aux bourses? Peut-être vous avez eu une bourse là. Non, je n'ai pas une bourse et jusqu'à maintenant, là, si en fait vous êtes étranger, vous n'avez pas de bourse, en fait vous êtes totalement différent de ceux qui sont permanents ou bien citoyens. Il n'y a vraiment pas de bourse, tout se fait juste aussi naturellement que possible, pas de bourse. Bon, quand je dis naturellement possible, ça veut dire que ce sont les parents qui payent. Ce sont les parents. Alors, j'aimerais juste informer à tous ceux qui nous suivent. Oui, évidemment, on a l'impression que les études au Canada, ça coûte beaucoup plus cher que dans d'autres pays. Mais j'aimerais vous dire que les prix ou bien les frais scolaires au Canada, ce n'est pas les plus élevés. Il y a d'autres pays là où les frais sont vraiment très élevés. Mais l'avantage que nous avons ici, nous sommes dans un environnement multiculturel, nous sommes dans un environnement ouvert à l'éducation et les enfants peuvent apprendre. Ce qui est très bien, ce que j'aime, c'est qu'à la fin, vous avez la possibilité de devenir résident permanent si vous respectez certaines conditions. Par exemple, Jérémy a fini ses études, il a eu le diplôme, comment on appelle le diplôme déjà? Diplôme d'études professionnelles. Donc c'est un technicien. Je dirais un 2 qui est en informatique. Ok, donc c'est un informaticien. Là, il a envie de devenir résident permanent. Alors, le résident permanent, c'est une personne qui est autorisée à habiter et à travailler au Canada. Alors, pour le cadre de son excellence Élysée, il vient juste de commencer ses études. C'est sûr que tout est encore nouveau, tout est frais. Alors, je vais même revenir au niveau du coût de la vie. Avant de rentrer dans la partie du coût de la vie, les logements, parce que souvent on pose aussi ces questions-là. Ils disent que si je viens au Canada, est-ce que j'aurai la maison? Est-ce qu'on va payer pour moi? Comment vous vous êtes arrangé au niveau du logement et comment ça fonctionne en réalité? Pour les logements, moi je m'en souviens quand je suis venu, j'avais personne ici au Canada comme référence. Et il y avait une sœur qui me logeait, j'ai payé les prix. Et au fur et à mesure, après quelques mois, quand j'ai commencé à apprendre le mode de vie ici, comment ça se fait, j'ai vu que je payais beaucoup. Et là, comme j'ai commencé à côtoyer les mondes, je connaissais quelques mondes, je me suis cherché un colocataire pour cohabiter. Ok, le colocataire, ça veut dire que il y a une personne qui loue déjà la maison, par exemple, il a 2 chambres, un salon. Moi, je viens le voir, on s'entend. Moi, je sous-loue la chambre. Donc, c'est lui qu'on appelle colocataire. Ou bien ensemble, on s'entend, on prend 2 chambres, un salon.
Toi, tu prends une chambre, moi, je prends une chambre, et puis les frais, on les divise par deux. C'est ça ce qu'on appelle colocataire. On a habité ensemble pendant un certain moment, jusqu'à ce que je finisse mes études. Et en ce qui concerne le loyer, ici au Canada, l'avantage pour nous les étudiants, en même temps que tu étudies, tu peux avoir un emploi et ça peut te permettre de payer certains frais seuls, sans compter sur les parents. Et ainsi de suite, on a cohabité ensemble pendant au moins une année, parce que c'était aussi un frère à moi, congolais, on se connaissait déjà, nos cultures, tout marchait bien. Et jusqu'à ce que je finisse mes études, je me suis dit, bon, c'est le temps, comme lui aussi voulait avoir une nouvelle vie, genre préparer sa vie. Il a dit, bon, c'est le temps, on reste des frères, mais chacun doit préparer sa vie maintenant de son côté. Et là, je suis maintenant chez moi, Dieu fait grâce et jusqu'à présent tout se marche. Okay. Maintenant, vous, dans votre cas, comment ça a fonctionné au niveau du loyer, du logement? Moi, ça a été totalement différent parce que j'avais déjà une sœur ici. Et ma sœur avait fait une année d'études pour obtenir un AEC qui faisait ensuite qu'elle puisse travailler. Et en travaillant, elle a su s'habituer aux réalités et elle a su avoir un appartement. Et quand je suis venu, en fait, l'appartement était déjà garanti. Ma soeur était là. Donc quand vous êtes arrivé, directement il y avait l'appartement. Mais dans beaucoup de pays dans le monde, trouver un appartement étudiant, c'est pas évident. Mais vous avez remarqué qu'au Canada, l'appartement, on peut l'avoir à tout moment. C'est accessible, c'est pas qu'il faut démontrer beaucoup de documents. Pour les étudiants, c'est possible. Alors, vous avez soulevé un point très important. J'aimerais juste mentionner que, oui, évidemment, au Canada, les étudiants étrangers sont autorisés à travailler. Mais ça ne veut pas dire que quand je viens pour les études, je ne veux plus étudier, je veux juste travailler. Pendant la période scolaire, vous pouvez travailler pendant 20 heures. Et pendant les vacances, vous pouvez travailler 35 heures ou bien 50 heures comme vous voulez. Alors, je vais vous donner un petit secret. Ce que j'ai appris par mon expérience, c'est pas en travaillant beaucoup d'heures qu'on devient millionnaire riche. Non, c'est travailler peu mais intelligemment. Parce que je peux faire 75 heures et celui qui a fait 35 heures, parce que la semaine de travail c'est 35 heures chez nous. Alors lui il va payer par exemple 20% des impôts et celui qui a fait 75 heures va payer 45 ou bien 35. Donc j'ai perdu plus de temps mais pour le même salaire. Mais il faut être vraiment intelligent. Alors nous avons également parlé de ce qu'on appelle le côté sécuritaire. Okay? Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, est-ce que dans la ville, vous sentez que vraiment c'est sécuritaire? Ou bien il y a ces choses qui se passent, les gens courent en vol? Est-ce que c'est calme? Comment vous, par rapport à vos pays d'origine, c'est quoi la différence que vous pouvez remarquer dans la rue? Je pourrais énoncer un fait, par exemple sur le vol. Déjà, il n'y a pas de vol. Jusqu'à présent que je sois là, je n'ai jamais vu quelqu'un voler quelque chose. Et il y a un fait, c'est une petite histoire qui m'a marqué en fait. Vous voyez, quand vous arrivez à l'entrée du métro, il y a ce système-là qui fait que vous deviez normalement recharger votre carte pour la faire passer et après prendre le métro. Alors ce jour-là, cette machine-là qui permettait à ce que vous rechargez la carte ne marchait plus. Il y a aussi ce système-là qui fait que vous pouvez directement payer avec des pièces. Et là aussi, ça ne marchait pas. Alors je me suis dit, certainement les gens ne vont pas s'emmerder avec ça, ils vont directement sauter les barrières. Mais quand j'arrive, je vois une pile de pièces qui étaient sur cette machine-là. Donc c'est quelqu'un qui me dit, en fait, ce sont ces gens-là qui n'ont pas pu utiliser la machine, donc qui ont déposé les pièces et ont traversé pour montrer qu'en fait ils avaient déposé, mais la machine ne fonctionnait pas, et puis ils sont passés. Alors ça c'est franchement quelque chose que vous ne verrez pas chez nous. Wow. Déjà vous déposez ces pièces-là, vous n'atteindrez même pas un sommet que quelqu'un viendra les prendre. Mais eux ils ont continué, j'étais obligé de faire de même, j'ai déposé ma pièce et j'ai traversé. Donc pour dire que ces gens-là n'ont pas cette notion-là d'être en dehors des règles ou comment, non. C'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Mais ces gens-là, c'est vous et moi. C'est pas des personnes, d'autres personnes. De toute façon, au Canada, tout le monde est étranger.
Donc c'est des personnes qui peuvent être venues d'autres pays, qui font, mais c'est la culture qui font qu'on ne sort pas le métro. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ceux qui volent. Okay? Ça ne veut pas dire que ça n'existe, mais vraiment c'est minime par rapport à ce que nous voyons dans d'autres pays. Donc c'est tout le monde qui sort le métro, papa, maman, les enfants, et tout le monde sort le métro. Et là c'est un exemple qui montre que le Canada c'est un pays vraiment ouvert, c'est un pays là où on respecte au moins les règles. Imaginez-vous qu'on laisse l'argent comme ça et personne ne le prend. Moi j'étais surpris un jour, je partais au travail, je prends souvent le métro quand je viens au travail, parce que souvent on pense que quand tu as la voiture, tu ne prends pas le métro. Et ici c'est vraiment une autre manière de fonctionnement. On peut avoir la voiture, par exemple nos bureaux sont au centre-ville, alors le stationnement au centre-ville c'est toujours un peu de la difficulté. Donc je suis beaucoup plus à l'aise à prendre le métro si je sais que je ne vais pas me déplacer beaucoup avec la voiture. Alors, donc j'arrive au métro, déjà dans beaucoup de métros, il n'y a pas de caissiers. Donc c'est une machine électronique, vous venez, vous mettez l'argent ou bien vous rechargez la carte. Alors quand j'arrive pour recharger, on avait le même problème. La carte, le système ne fonctionnait pas. Et là où les gens sortaient, je pense qu'on faisait des travaux, donc on avait fait comme une ouverture. Donc n'importe qui pouvait passer. Mais comme on n'avait pas payé, donc tout le monde était là, on attendait. Donc on a été obligé d'appeler l'urgence du métro. Et il y a eu des gens qui sont venus et puis ils ont réparé et puis on est rentré. Et pourtant, on pouvait passer. Tout le monde était presque en retard. C'est juste question de mentalité. Ouais. Mais il y a aussi un fait qui choque beaucoup de personnes quand on arrive ici. Vous avez remarqué, ici, que tu sois français, que tu sois anglais, que tu sois américain, je ne sais pas qui, tout le monde est au même pied d'égalité. Personne ne dit à l'autre que tu es étranger ici. Nous avons eu certaines situations par le passé avec des étudiants étrangers. Quand ils arrivaient, c'est la corrélation entre filles et garçons. Ici, filles et garçons sont au même pied d'égalité. Donc il arrivait que pendant les groupes d'études, ils étaient ensemble avec les filles. Mais ce n'est pas parce que la fille rit ou bien qu'elle est en short qu'elle veut nécessairement sortir avec toi. Ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention parce que dans certains pays, si une fille se met en short comme ça, on pense qu'elle veut sortir avec vous, alors que, écoutez, elle est libre de mettre ce qu'elle veut ici. Là. Donc il faut faire très attention à ces points. Maintenant, au niveau de la nourriture, vous, quand vous êtes arrivé, bon, on s'entend que dans vos pays, ce n'était pas la même nourriture. Comment vous vous êtes arrangé? Est-ce que vous mangez seulement la pizza ou bien... On peut dire que si vous vous organisez bien, chaque samedi, vous mangez une nourriture totalement différente. Franchement, j'ai dit samedi parce que la semaine, vous n'avez pas le temps de sortir, mais côté nourriture, il y a tellement de cultures, tellement de nourriture, de différentes sortes, vous n'avez peut-être jamais goûté. Et il y a ce fait-là que la nourriture, je pense bien, n'est pas tellement chère que ça en fait. Vous pouvez bien devenir même obèse avec juste un peu d'argent, tellement c'est pas cher en fait. Voilà ce que je peux dire en fait. Jérémy, dans votre cas? Dans mon cas déjà, quand je suis venu, je m'attendais à ce que je ne mange plus la nourriture africaine, donc j'avais déjà fait mes propositions quand je venais. Et ça m'a permis de manger ça pendant un certain moment. Mais comme j'habitais chez une dame qui a déjà résidé ici, elle connaissait là où elle pouvait trouver des nourritures africaines que je pouvais manger parce que c'est pas directement que j'arrive et puis directement je peux changer des aliments, ça prend un temps. Et quand je suis venu, je mangeais la nourriture africaine, mais quand j'ai découvert le pays, quand je sortais pour des études, et des fois il arrivait que je sors avec les amis et qu'on part dans un endroit où on peut manger des nourritures non africaines, des plats européens, et voilà ça. Vous avez mentionné un point très important concernant l'hiver. Comment se passe l'hiver pour les étudiants qui reviennent des pays là où on n'a pas vu vraiment la neige, parce qu'on reconnaît qu'il fait vraiment très froid. Vous êtes arrivé, je crois, en hiver. Okay? Comment s'est passée la transition en hiver? Est-ce que c'est aussi pire que ça? Parce que beaucoup de gens me disent, chez vous au Canada, il fait toujours froid. Est-ce qu'il fait tout le temps froid? Comment vous avez passé cette partie de l'hiver? Moi, quand je suis arrivé en 2015,
2015. Déjà, je suis arrivé en janvier, donc en plein hiver. Et là, c'était pour mon premier hiver, c'était comme la mort. Là où j'habitais, la sœur partait au travail, donc je restais seul à la maison toute une journée. Ça me paraîtrait étrange. Parce que quand on blague, on sait, on bouge à chaque fois, on sort, on voit le monde. Mais là, j'ai resté moi-même à la maison et la seule chose que je faisais, c'est juste pleurer. Penser à ma femme. Quand je reste seul à la maison, je commence à penser à l'ambiance familiale que je ne veux plus retrouver. Et c'était pas facile au début. C'était vraiment pas facile, mais à force de passer le temps, on commence à s'habituer. Mais est-ce que vous avez goûté la neige? Oui, bien sûr, je sortais une fois. Je sortais. Goûter, quand vous dites goûter. Non, goûter, prendre, manger un peu. Non, parce que moi, je me rappelle. Non, on a goûté la neige là. Non, on n'a pas goûté. Quand j'ai vu la neige pour la première fois, évidemment, oui, j'ai pris. J'essaie un peu de voir c'est quoi cette affaire là. Non, là, j'ai pas fait. Mais sinon, mon premier hiver, ça faisait vraiment froid là. Je me rappelle, des fois, je sortais. J'avais pratiquement le nez qui... Donc, tout mon visage, des fois, je les sentais plis. Et c'était pas facile, mais on s'est habitué et il fallait aussi prendre des manteaux parce que chez nous, au bled, on vend des manteaux pendant qu'on n'a même pas d'hiver. Et j'étais venu avec des manteaux de bled. Que tu achetais depuis le pays? Oui, depuis le pays. Donc, quand je sortais déjà, c'était pas trop fort, ça me protégeait pas trop. Et j'avais chaque fois des froids, Dieu merci. Mes parents avaient peur que je puisse tomber malade parce qu'avec les changements de saison, c'est pas facile, mais Dieu m'a protégé, je suis pas tombé malade jusqu'à présent. Mais sinon, c'est pas facile, mais maintenant, comme on a déjà comme 3 ou 4 hivers dans mon corps, on est déjà habitué avec ça. Excellent. Mais vous, comment ça a été au niveau de Bon, moi, je suis aussi arrivé vers la fin en fait, de l'hiver et c'est vrai qu'il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid, c'est un froid qu'on n'a jamais ressenti ou comment. Et en fait, il suffit juste de vous protéger. Et quand on dit se protéger, est-ce qu'on peut acheter des habits qui permettent de se protéger ou bien... Oui, il y a des habits qui permettent de se protéger. Des manteaux comme il a dit, il y a des bonnets, il y a des cache-oreilles. Pour ceux qui sont vraiment sensibles, il y a même des trucs qui vous cachent la bouche. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui peuvent vous permettre en fait, de vous protéger. Il y a des gants, il y a des bottes même. Parce qu'il y a des fois où le sol devient tellement glissant que des gens se mettent même à tomber là devant vous. Ah, glisser, ouais. Non, voilà, mais il n'y a pas tout le temps d'hiver en fait. Il y a une période d'hiver, c'est vrai, mais après il y a quand même une période de chaleur. Mais quand il fait chaud, par exemple, je vois que vous êtes en manche court, ça veut dire qu'il fait chaud ou bien... Bon, là aussi ça dépend des gens qui le ressentent, hein, parce que il fait des fois chaud, c'est vrai, mais souvent pendant qu'il fait chaud, vous sentez qu'il y a un vent qui frappe, vous ne sentez pas vraiment le soleil malgré qu'il est là, vous sentez la fraîcheur et il y a des fois où il fait tellement chaud que même vous ne sentez pas l'air. À ce moment-là, vous ne pouvez même pas vous mettre comme je suis là, vous devez être en marnière et tout. Et bon, c'est ce changement de climat là aussi qui rend en fait le Canada beau, moi je trouve là. Est-ce qu'il y a des activités, vous jouez au football, vous sortez, est-ce que vous êtes libre de vous promener dans la ville, de rencontrer d'autres amis, de faire des sorties, est-ce que ça vous arrive? Ou bien vous étudiez tout le temps, vous êtes à la maison? Non, tel que pour les étudiants, il y a une période, donc pendant l'été en fait, on va dire ce sont des vacances. Ça aussi ça dépend des étudiants parce qu'il y a des étudiants qui préfèrent travailler même pendant l'été, aller à l'école, mais si vous voulez vraiment avoir vos vacances, il y a genre 3 mois je pense bien, pendant ces 3 mois là, il y a tellement d'activités que vous ne pourrez même pas en faire, même la moitié, il y en a tellement, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en été, qui vous permettent en fait de décompresser des examens et tout, vous oubliez pendant au moins 2-3 mois avant de recommencer à l'école. Il y a aussi ces voyages, il y a par exemple des voyages qui se font, qui s'organisent. Il y a par exemple un ami à moi, on lui a juste demandé $20 pour un voyage dans une autre ville. Dans ces $20 là, il y avait la chambre, les activités, la nourriture, c'est vrai. Ça c'est organisé au niveau de l'école? Non, c'est des choses qui se font. On va dire des choses qui se créent comme ça, okay. Des gens qui... Des agences. Voilà, des agences. Vous allez par exemple dans des sites, vous voyez des gens qui font ça. Moi je sais par exemple,
il y a des agences ou bien des entreprises. Si vous voulez vous déplacer par exemple de Montréal, aller à Québec, au lieu de payer le billet qui coûte par exemple 34 $, moyennant 15-20 $, alors vous êtes dans la voiture, on appelle ça le covoiturage. Donc une personne qui va, il prend d'autres personnes avec lui, mais c'est fait de façon sécuritaire, la personne est vérifiée. Hein. C'est pas juste qu'il va avec les personnes et puis il disparaît. Ça ne se passe pas comme ça. Donc on voit bien qu'au Canada, il y a beaucoup d'activités. Le pays, est-ce que le pays vraiment est ouvert à l'immigration? Est-ce qu'il y a des blocages quelque part? Parce que je sais que vous avez passé des stages en entreprise. Hein? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que les gens sont fermés? Ou bien les gens sont accessibles? Comment vous avez trouvé? Moi, pour mon stage, là où j'ai fait mon stage en entreprise, la personne était ouverte. C'est juste question qu'ils puissent vérifier effectivement que vous êtes étudiant. Mais il faut en passer pour dire que ce que vous boyez là, vous buvez là, c'est pas la bière. Hein? Ça, c'est de l'eau. Il ne faut pas qu'on pense que vous êtes en train de prendre la bière. Ça, c'est de l'eau. Ouais. C'est juste question de vérification. La personne va, là où j'ai fait mon stage, mon chef de stage m'a juste demandé la lettre qui atteste que je suis effectivement un étudiant. Et il m'a posé certaines questions sur mes compétences et études faites. Et dès là, c'est un pays vraiment ouvert. Le Canada, c'est un pays multiculturel, comme on dit. Donc, c'est vraiment un pays où tout vous est permis. Et c'est juste question de marcher avec des principes, que vous n'ayez pas des problèmes avec la police et vous serez admis à n'importe quel endroit. Ok. Concernant la police, est-ce que vous les voyez tout le temps dans le coin de rue vous attraper ou bien on vous demande les documents à tout moment? Comment ça? Depuis que vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà arrêté pour vous demander votre passeport? Est-ce que c'est déjà arrivé? Comment ça fonctionne? Moi, je ne me promène pas avec mon passeport parce qu'au début, j'avais cette peur-là aussi. Que les gens voient ma couleur de peau qui me disent que tu n'es pas d'ici là. Demande d'abord ton passeport, on voit d'où tu viens. J'ai commencé ça une semaine, mais après, cette tracasserie-là, ça part au fil du temps. Parce que vous allez voir la police, c'est vrai, ils sont peut-être dans un coin, dans leur voiture, ou bien au métro, ils sont debout quelque part. Pour la sécurité. Pour la sécurité, mais ils ne vous approcheront pas si vous n'avez pas fait quelque chose d'illégal ou bien de... Et franchement, on ne va pas vous demander vos passeports, on ne va pas vous demander votre carte d'identité. Non, ça il n'y en a pas. En fait. Concernant la police, moi je me rappelle un de ces cas, je revenais d'une salle de sport, j'étais parti faire du sport et j'étais avec mon vélo. J'avais commis une erreur, au lieu de marcher sur le macadam, je marchais sur la rue des piétons. Et là j'avais la pire erreur, j'avais mis encore des casques. Et la police m'avait dit, je ne comprenais pas, je roulais, c'était la nuit, je roulais là, derrière moi je voyais juste, genre il y a une lumière qui me suit, depuis qu'il me suivait. Et j'entendais rien comme j'avais des casques. Je vois, il accélère, il passe devant moi. Il m'interpelle, monsieur. Il demande mon nom, bonjour, il se présente. Moi aussi je me présente, il me dit que monsieur, c'est interdit de marcher avec des casques et là où vous marchez c'est pas sécuritaire, c'est pas le bon endroit et les pire encore, vous marchez dans un rue où il y a des voitures qui passent, vous mettez encore des casques. Là il me demande mon nom, je lui donne mon nom, je commençais déjà à avoir peur. Si j'ai quel statut, je lui dis non, je suis étudiant, j'ai quel âge, au moins j'étais sage. Quand j'ai dit j'ai donné mon âge, il a dit comment c'est. Bon, il a dit c'était la prochaine fois que je puisse pas recommencer, c'est pas prudent. Et c'est lui qui, parce que c'était lui le chef du secteur du Saint-Léonard, c'est un quartier où j'habitais. Et il m'a dit de ne plus recommencer cet acte, c'est pas sécuritaire d'abord pour moi-même. Et si je me fais choper une autre fois par un autre policier, ça va avoir des conséquences. Et hormis ça, quand je suis arrivé, il y avait des amis, parce que nous tous on a des cultures là qui, quand tu arrives dans un pays, tu dois rester à la maison, hein, tu sors pas, tout ça. Et il y avait un ami qui m'a dit, ces derniers temps, quand on parlait, ces derniers temps tu sors pas, hein, poto aux autres, comment t'es, excusez-moi, je parle dans ma langue, poto aux autres, comment l'inviter, hein, c'est même ici on n'est pas soit, excusez-moi, j'ai pas de problème avec les gens de l'Europe. Ici on n'est pas en Europe, on est en Amérique, donc je suis libre de faire quoi que ce soit et puis j'ai mon statut légal étant qu'étudiant, je peux sortir. J'avais déjà enlevé cette culture là moi que je pouvais
Donc de me sentir inférieur par rapport aux autres. J'avais déjà enlevé cette culture-là, malgré que je venais du pays. Et j'avais déjà une confiance en moi. Et c'est ce qui m'a permis de m'adapter plus vite au Canada. Et par rapport à la police, c'est juste les éviter et vous n'aurez pas de problème à la suite avec eux. En principe, au Canada, la manière dont ça fonctionne pour les étrangers, les étudiants, quand un étudiant arrive au Canada, à l'aéroport, on lui délivre le permis d'études. Le permis d'études, depuis 2 ou 3 ans, il est associé avec le permis de travail. C'est ça qui permet à un étudiant d'étudier sur le territoire canadien. Si c'est au Québec, il doit aussi avoir son CFE. Et puis ça lui permet également de travailler. Alors, donc c'est l'étudiant qui a un permis d'études qui peut travailler. Maintenant dans la rue, on n'est pas obligé d'avoir son permis. Mais c'est toujours bon d'avoir une pièce d'identité, on ne sait jamais, on peut vous le demander. Mais s'il arrive qu'on vous demande, la police, ils ont leurs voitures avec des ordinateurs. Donc facilement la police peut voir si l'étudiant est en règle ou pas. Alors, il nous arrive dans le cadre de notre travail, beaucoup d'étudiants qui malheureusement à la fin du permis d'études n'ont pas renouvelé leur permis d'études. Là, l'étudiant devient illégal. Je me rappelle un cas d'un étudiant d'un pays. L'étudiant n'avait pas renouvelé son permis d'études. Je pense qu'il y avait des examens qu'il n'avait pas passés et puis il est passé plus de temps qu'il fallait pour ses études. Alors il disait pas ça à ses parents. Maintenant, il est arrivé que l'étudiant a invité une amie qui venait des États-Unis. Maintenant, l'étudiant est parti à la rue. Quand son ami est arrivé des États-Unis, on lui a posé la question, mais vous êtes venu au Canada voir qui? Mais il a donné le nom de l'étudiant. Et quand l'agent a vérifié dans le système, l'étudiant n'avait pas de statut. Donc l'agent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un appel sur Interphone qu'on avait besoin de telle personne à tel point. Quand il est arrivé, on lui a posé des questions par rapport à son statut. Comme l'agent n'avait pas de réponse claire, on l'a mis en détention. C'est dans ce cadre qu'il nous a contactés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cet étudiant. Alors quand on arrive à ce niveau-là, ça devient une situation compliquée en immigration parce qu'il faudrait maintenant voir c'est quoi ton statut. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi le statut n'a pas été renouvelé? Est-ce qu'on est dans les 90 jours? Est-ce qu'on a dépassé les 90 jours? C'est là où ça devient un peu compliqué. Voilà pourquoi nous disons toujours à tous les étudiants, quand vous arrivez au Canada, rassurez-vous que vous avez toujours un statut. Ça vous permet d'être légal sur le territoire et ça vous permet de vaquer à vos occupations sans avoir des problèmes avec l'immigration. Alors, concernant également la police n'est pas nécessairement méchante. Les policiers font leur travail. D'ailleurs, si vous avez remarqué, parfois il y a des expositions là où les policiers viennent exposer leurs voitures, les enfants jouent avec, ils viennent, parce que on comprend que la police est ici pour nous protéger. Elle n'est pas contre nous, mais elle nous protège. Et c'est normal, ils font leur travail. Allons vers la fin de cette émission, cette vidéo. Quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous pensez rester au Canada ou bien vous allez repartir dans vos pays travailler? Ou bien vous voulez un certain temps travailler, avoir plus d'espérance et puis repartir? Ou bien, quels sont vos projets? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à vous? Par exemple, Jérémy qui vient de finir, qui est, je dis, il n'est pas étudiant, il est travailleur maintenant étranger. Donc il est en transaction pour passer à la résidence permanente. Concernant mes projets, après avoir obtenu mon diplôme, et je suis en attente présentement de ma résidence permanente. Je pense après avoir obtenu ma résidence, je dois encore continuer avec les études. Et là, je vais aller à l'université pour encore améliorer parce que je suis encore jeune, je pense que je dois encore étudier davantage pour... Vous allez travailler et étudier? Étudier, ouais, en même temps, parce que je peux me consacrer juste aux études sans travailler, parce que ça sera pratiquement impossible. Et plus j'aurai un diplôme, beaucoup de diplômes, surtout universitaires, et je pense que mon niveau sera encore plus élevé. Le diplôme que vous avez obtenu vous permet déjà de travailler. Oui. Et vous êtes informaticien de formation. Ouais. Mais comme je l'ai toujours souhaité, j'aimerais être un économiste qualifié. Donc, vous voulez changer carrément de Malgré que l'informatique aussi fait... oui, ça rentre un peu. Ça rentre dans mon cas, oui, mais j'aimerais encore continuer. Parce qu'avec ma résidence, ça va me permettre déjà de payer quand même
moins cher par rapport étant étudiant étranger. Et dès là, je pense que ma vie va... J'aurai un avenir meilleur au Canada et Dieu va toujours m'aider à évoluer. Maintenant, pour ce qui est des frais scolaires, nous aimerions juste informer qu'au Canada, il y a 3 catégories de frais. Il y a des frais pour les résidents permanents du Canada ou bien les citoyens canadiens qui paient les mêmes frais. Ça ne coûte pas les mêmes frais que les frais que payent les étudiants internationaux. C'est-à-dire les étrangers, quand ils viennent au Canada, il y a un certain montant qu'ils payent. Je prends un exemple, à l'université, s'ils payent 10 000 la session, 12 000 la session, un étudiant canadien va payer peut-être 1 200, 3 000. Maintenant, il y a aussi les étudiants français on a une entente le Québec avec la France qui permet à ces étudiants de bénéficier des frais que payent les étudiants canadiens ou bien les résidents permanents. Maintenant, Son Excellence, par rapport à vos projets, qu'est-ce que vous pensez faire une fois terminé? Est-ce que vous allez rentrer ou bien vous allez un peu travailler? Comment ça fonctionne? Ce qui est sûr, c'est que je ne rentre pas en fait. Je voudrais bien vivre ici, avoir ma nationalité, et voilà, faire ma vie ici. Non. Concernant les études, d'abord j'ai 2 ans, après ces 2 ans, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas directement entrer à l'université comme ça, mais l'université est une finalité, dans le sens où, oui, j'aimerais bien aller à l'université pour 3 ans, de plus encore, parce que je me suis renseigné, c'est 3 ans. Pour ce que je fais, si je veux devenir... mais aller à l'université en travaillant déjà. Déjà. C'est aussi ce qui est bien ici, ce fait-là que vous pouvez travailler, aller à l'université au même moment. Et il y a aussi des cours du soir que vous pouvez faire. Si vous pensez que votre travail vous prend la journée, vous pouvez aller à l'université le soir. Et en fait ces 2 choses-là que vous pouvez faire. Et c'est bien ce que je compte faire après, bien sûr. Voilà. Parfait. Alors, évidemment, beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, c'est un pays d'immigration, c'est un pays là où tout le monde est la bienvenue, comme je dis. C'est le seul pays au monde là où on dit bienvenue à l'aéroport. Les policiers ne sont pas stressés, personne n'est stressé, on ne vous court pas derrière, vous êtes vraiment la bienvenue. Alors, il arrive que les étudiants restent après leurs études. Il y a d'autres qui repartent. Donc, c'est un choix personnel parce que là, nous évoluons dans un monde là où la personne peut habiter, par exemple, en Chine, il travaille à New York. Donc, c'est plus le temps où c'était fermé, je dois rester dans mon pays. Non, les personnes peuvent avoir la double nationalité. Déjà, c'est même au Canada, on peut avoir 2, 3 nationalités. Mais concernant, j'ai étudié, par exemple, en Russie. Aujourd'hui, je suis canadien et j'aide et j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans le projet. Et l'avantage avec le Canada également que quand la personne arrive ici, on peut changer aussi de carrière. De formation, je suis un ingénieur électromécanique, mais c'est mon papa qui voulait que je sois ingénieur électromécanique. Dès que j'ai fini, que je suis arrivé au Canada, bon, que j'ai fini, montrer à papa c'était quoi mon diplôme, maintenant je suis parti faire le droit. Donc le matin je partais à l'école, au travail, et le soir je faisais le droit. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui nous pouvons accompagner des personnes. Alors nous disons toujours à des personnes qui sont à l'extérieur, vous dans votre cas, quel conseil vous pouvez donner à des personnes qui sont restées à l'extérieur du Canada, qui ne connaissent pas la réalité d'ici, qui parfois payent l'argent à gauche à droite sur Internet pour essayer d'avoir les papiers pour venir au Canada? Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui habite au Canada qui peut aider les gens à venir au Canada ou bien il y a des personnes spécifiques? Vous qui avez déjà l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez recommander pour que ces personnes ne gaspillent pas l'argent et ne se font pas escroquer? Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander? Moi, dans mon cas, ce que je pourrais conseiller, c'est que non, il y a des personnes spécifiques pour ça en fait. C'est pas juste sur des sites internet, parce qu'il y a des cas comme ça, des gens ont juste vu sur un site internet, non, vous pouvez faire votre visa et tout pour aller au Canada. Et après ils se rendent compte qu'en fait c'était même pas ça. Ou bien des gens qui vous disent de fausses informations. Et je crois bien qu'il vaut mieux que vous ayez quelqu'un en fait qui connaisse réellement les réalités et qui soit habilité pour ça. À ce moment-là, vous pouvez lui donner votre argent en pleine sérénité
Et savoir que, en fait, peu importe la durée de temps, parce qu'il y a aussi ce facteur-là. Ça, vous avez soulevé un bon point. Ça, c'est un point pour beaucoup de pays, c'est un problème parce que les gens ne comprennent pas qu'en immigration, il y a un délai. Il y a des délais pour lesquels nous, par exemple, je suis spécialiste en immigration depuis longtemps, que j'accompagne beaucoup de personnes. Souvent, le problème du délai cause un grand problème à beaucoup de personnes parce que il y a des délais que, pas que nous on peut gérer, mais les délais du gouvernement qu'on ne peut pas gérer. Même vous deux, là, je me rappelle, tout le temps vous posez des questions, mais ça vient quand on a déposé un dossier, à part attendre, il n'y a rien qu'on peut faire. Là encore, je vais aller un peu plus loin. J'ai un client qui est Algérie. Il m'a posé une question concernant son dossier. Je dis non mais actuellement je dois attendre. Il dit non mais il faut leur tordre la main pour faire ça plus vite. Je dis mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut attendre. On n'a pas le choix. Oui. Donc tu disais les délais. Franchement pour les délais, pour mon cas, moi par exemple, après vous avoir contacté, pour moi arriver au Canada, ça fait 2 ans que j'ai attendu pour arriver ici. On avait commencé, je crois bien, en 2015, je pense bien. Après, en commençant en 2015, une année se passe, on s'est quand même un peu découragé parce qu'on s'est dit ça met vraiment du temps. Mais on a persévéré et après 2016, c'est ma soeur qui vient ici. Et 2017, voilà, je suis venu. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde ça fait 2 ans là. Voilà, chaque voilà. dossier est toujours différent. Voilà. Et souvent les gens pensent que, parce que en immigration, surtout pour les permis d'études, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Okay? Souvent les gens pensent que s'ils ont payé l'argent, obligatoirement ils doivent avoir le visa. Non. Vous payez l'argent pour nos services, pour vous accompagner. Évidemment, on offre ces services pour vous aider à avoir le visa. Et il peut avoir que vous avez un refus. C'est comme un médecin, on peut être à l'hôpital pour une opération, mais la personne peut mourir. Ça ne veut pas dire que la médecine est mauvaise. Ça dépend pourquoi il y a eu un refus. Il y a beaucoup de paramètres. Il peut avoir un faux dossier, il peut avoir un faux diplôme, il peut avoir que l'agent n'est pas convaincu. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'il peut faire. Ce n'est pas parce que vous avez payé l'argent que nécessairement il y a le visa. Je me rappelle dans votre cas, je crois qu'il y avait un refus, et puis on a refait le dossier, et puis on a accepté le même dossier, mais on l'a fait d'une autre manière. Donc c'est pour dire à des personnes que quand vous avez un refus en immigration, ça ne veut pas dire que la porte est fermée. Oui, vous avez dépensé de l'argent, oui, vous avez dépensé de l'énergie, oui, vous avez attendu, mais il y a quand même un travail qui a été fait. Mais on reconnaît aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas spécialisées, qui peuvent prendre votre argent et ça n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi on dit toujours aux clients, quand vous prenez les services, vous devez signer un contrat. Un contrat, c'est celui qui lie la relation avec le spécialiste. Déjà, à ce niveau, vous pouvez voir si la personne est vraiment spécialiste en immigration. 2, on doit vous remettre toujours une facture. La facture, c'est la preuve qu'on a pris votre argent. Oui, par rapport à votre cas, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela? Par rapport à mon cas, je dirais, d'abord, moi pour avoir mon visa, j'ai rendu juste grâce à Dieu. Parce que je fais référence à personne, juste à quelques connaissances. Et si vous dites que la première fois ça a été difficile, mais aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, avoir vécu tout cela, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'être accompagné par un spécialiste ou bien vous demandez à tout le monde de faire la même chose que vous avez fait? Non, moi je conseille aux gens qui nous suivent de consulter un spécialiste à la matière parce que c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on demande comme document. Donc c'est son domaine parce que dans la vie, chacun de nous a son domaine. Donc il faut consulter un spécialiste en immigration. Si M. Ferra est là et que vous aidez, ça nous fera plaisir de vous accompagner dans le projet. Ouais, c'est déjà ça. Donc je ne peux pas conseiller encore quelqu'un parce que comme je viens de souligner au début, là c'est juste grâce à lui parce qu'on a essayé de faire la même chose avec ma petite sœur, mais ça ne marche pas. Tu vois, la meilleure chose à faire c'est consulter un conseiller en immigration, c'est la seule personne qui peut vous aider parce que si vous vous mettez soit à faire la chose vous-même, vous pouvez avoir des difficultés et ça sera toujours comme ça à chaque fois et puis vous perdez de l'argent. Et le meilleur conseil que je peux vous procurer, c'est
d'aller voir un conseiller à l'immigration, et M. Ferra fait partie de l'un des meilleurs que moi je connais, et puis j'ai quand même des bons témoignages. C'est pour cela que je suis venu chez lui, et je peux vous assurer que maintenant là... Je sais un témoignage que j'ai sur vous aussi, ce fait-là que vous ne faites pas juste que faire des papiers, mais il y a aussi ce suivi-là que vous faites. Quand quelques mois, je prends un exemple, étant venu ici, je me disais que vous avez fait mes papiers, donc c'est bon, donc on va plus peut-être se parler ou quoi. Mais vous êtes aussi le premier à soit vouloir me faire sortir, juste pour s'habituer à la ville. Je me souviens la première fois que j'ai visité la ville, c'était vous qui me l'avez fait visiter, juste pour s'habituer, et même concernant l'école, parce que mon programme était différent. Et l'école là où j'étais ne donnait pas le programme que je voulais. Et vous m'avez aidé en ça, vous m'avez aidé à changer le programme, à refaire même mon CAQ. Sur ça, vraiment, je me suis dit que si j'étais seul déjà, ce processus-là, il fallait d'abord que j'aille le fouiller moi-même. Et après, voir des gens pour ça, ça allait être difficile. Mais le fait que j'ai eu quelqu'un qui l'ait fait, la plus grande partie du travail, c'est vous qui l'avez fait. Moi, j'étais juste à la maison, j'attendais juste. Donc, voilà, mais sinon, c'est le plus qu'on a quand on a une personne habilitée pour ça. S'il y a par exemple des questions, parce qu'il y avait aussi ces questions, il y a beaucoup de questions que vous avez posées, notamment pour les voyages, si vous voulez aller ailleurs et tout. Parce que si vous le faites seul, ne soyez pas étonnés quand vous arrêtez à l'aéroport et quand vous dites non, vous avez des papiers qui ne sont pas en norme ou comment. Et une personne qui soit habilitée en ça et qui vous aide à faire ça, ça vous facilite encore le plus belle en fait. En fait, on essaie un peu de gagner le temps. Nous avons créé nos services parce que quand on est arrivé au Canada, on a fait l'immigration, on a compris d'abord qu'il y a des délais. Évidemment, moi quand j'ai fait l'immigration, je l'ai fait seul. Ça m'a pris 3 à 4 ans. Quand je suis arrivé sur place, j'ai compris que si j'étais accompagné par une personne qui connaît le processus, ça allait me faciliter la tâche. De deux, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'intégrer. Alors, tout cela et tous les amis que je connais a fait à ce que je puisse dire que ça serait une bonne chose d'avoir des services pour accompagner les jeunes, les familles, les personnes qui viennent. Nous faisons également des gens qui sont au Canada, qui sont des réfugiés. Nous les accompagnons aussi dans le processus. C'est dans ce cadre-là que nous avons bâti les services de Global Ferry Immigration. Et chaque année, nous faisons beaucoup de voyages à l'étranger pour aller expliquer aux gens c'est quoi le Canada. Est-ce que tout le monde peut venir au Canada? Est-ce que tout le monde peut laisser son emploi pour venir au Canada? J'ai parfois des personnes qui me contactent à l'extérieur. Je veux venir au Canada. Quand on lui dit, bon, on a besoin de telle information, ah non, je n'en ai pas. Ou bien, je veux venir au Canada. Quand on leur dit, il faut payer, ah non, non, c'est trop cher. Et quand on lui dit que non, le visa, il faut tel procès, les gens ne veulent pas. Mais le Canada, c'est un pays de droit. On ne peut pas venir au Canada comme on veut. Oui, on rêve du Canada. Écoutez, si vous rêvez et que vous ne mettez pas les moyens pour réaliser le rêve, écoutez, le rêve va rester rêve là. Alors qu'ici, vous avez remarqué, il y a la possibilité, par exemple, acheter une voiture. Ce n'est pas un problème au Canada. Ça ne veut pas dire que les voitures, on les donne à la rue là. Moi, je me rappelle, j'avais une voiture, une Mazda. Ça me coûtait plus cher de la garder que de la donner au scrap. Et je l'ai donnée à 250 $ comme ça pour la scraper. Parce que j'avais déjà une autre voiture, alors elle, je la mettais dehors et j'avais tout le temps des tickets et puis je payais l'assurance. Donc je me suis dit, ben, écoutez, pourquoi je vais la voir, j'étais obligé de donner ça au scrap. Donc voilà pourquoi nous vous remercions d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Cette vidéo c'était pour vous un aperçu sur ce qui se passe au Canada, surtout pour les étudiants étrangers. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui posent des questions, comment faire, comment venir. Évidemment, il y a beaucoup de personnes également qui ont été dans des projets là où il y a eu un refus. Alors nous aimerions vous dire que le refus en soi ne veut pas dire que le Canada est fermé pour vous. Ça veut dire que soit le bulletin n'a pas été bien fait pour des raisons X, ça peut dire que soit que l'agent n'a pas été convaincu parce que au niveau de la capacité financière, au niveau de vos diplômes, au niveau des antécédents des voyages précédents, ou bien au niveau des refus que vous avez déjà eu, n'a pas convaincu l'agent pour vous donner le visa. Ça ne veut pas nécessairement dire que le travail a été mal fait, mais ça veut dire seulement qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans le dossier.
Voilà pourquoi dans notre cas, en tant que spécialiste en immigration, quand il y a une situation qui arrive avec un refus, nous faisons ce qu'on appelle la demande des notes de l'agent, qui nous permet de voir pourquoi l'agent a émis un refus, et puis de faire une nouvelle stratégie pour faire votre demande de permis d'études. Évidemment, en tant qu'entreprise, si on refait votre demande ou bien on fait une nouvelle demande, il y a toujours des frais qui sont associés parce que nous sommes au Canada. Vous qui êtes ici, vous avez remarqué que tout c'est l'argent. Il y a les taxes qu'on doit payer. Déjà, même au niveau des taxes, si vous avez remarqué, quand vous arrivez au magasin, le prix affiché, ce n'est pas le prix que vous payez à la caisse. Alors il faut ajouter les 15% du taxe qui existe. Donc c'est dans ce cadre-là que nous continuons à vous aider. Nous allons lancer très bientôt une capsule vidéo qui permettra chaque vendredi de répondre à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez mettre juste en dessous de la page, mettre votre question et nous fera plaisir de répondre. Évidemment, il y a également des gens, quand ils nous contactent, ils peuvent nous contacter le samedi, le dimanche. Alors si vraiment c'est possible, contactez-nous de lundi à vendredi. Parce que nous ne travaillons pas 24 heures sur 24 heures. Le samedi, dimanche, c'est fermé au Canada. Et tenez toujours en compte le décalage horaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je me suis levé chez moi, il est 8 heures, que partout dans le monde, il est 8 heures. Non, il peut arriver dans d'autres pays, ce n'est pas 8 heures. Donc nous vous remercions d'avoir été de nous. Et merci d'avoir choisi Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada.